Bonjour, je suis Frédéric, psychologue clinicien du travail. Ce podcast donne la parole à celles et ceux qui ont vécu ou vivent un burn-out d'origine professionnelle. Ici, on prend le temps de raconter son histoire, comment ça a commencé, comment on a traversé les événements et ce que l'on aimerait partager avec d'autres. Je défends une idée simple mais qui me semble essentielle, le burn-out vient du travail, pas des fragilités individuelles. Alors, pas de chichi, pas de filtre, juste des récits bruts, authentiques et humains. Bienvenue dans Parole de Burn-out, bonne écoute. Cette semaine, je reçois Valérie qui revient sur sa lente descente vers l'épuisement dans un environnement professionnel devenu toxique. Entre surcharge mentale, injonctions contradictoires, perte de sens et signaux ignorés, son témoignage met en lumière un burn-out qui n'arrive pas d'un coup, mais s'installe insidieusement. Un récit lucide sur ce que le corps finit par dire quand le travail devient trop. Bonne écoute. Bonjour Valérie. Enchanté de t'accueillir sur ce podcast. Donc je te propose dans un premier temps de te présenter, ou en tous les cas de présenter aux auditeurs, aux auditrices de ce podcast la raison de ta venue, sur ce quoi tu voudrais témoigner toi par rapport à ton histoire. Bonjour, merci de m'accueillir. Moi, je suis venue pour témoigner par rapport au burn-out que j'ai vécu ces dernières années, qui n'est pas encore tout à fait terminé. Voilà, je viens d'un monde très technique, plus de 20 ans dans la même entreprise. Un passage de turbulence entre certaines parties mal vécues, certaines parties attendues. Et puis petit à petit, une sorte de descente aux enfers vers un effondrement personnel, je préfère ce mot-là plus que burn-out. Et puis la lente reconstruction qui est encore en cours. Je te propose qu'on aille un peu traverser cette période d'effondrement pour expliquer un peu aux gens qui connaissent pas, ou en tout cas qui n'en ont entendu que parler de très loin, de ce qu'est cet effondrement, et donc peut-être revenir un peu sur cette période de ton histoire un petit peu avant, seulement en donnant un peu les caractéristiques de ton métier, sur qu'est-ce que tu faisais comme métier et qu'est-ce qui t'a amené en tous les cas à cet effondrement. Alors j'étais ingénieure dans un labo de recherche en informatique. Donc, pendant plus de 20 ans dans la même entreprise, mais avec des équipes différentes, des sujets de recherche différents, des périodes très intéressantes, des périodes de grande lassitude, les hauts et les bas normaux d'une carrière dans une même entreprise. Il y avait absolument rien d'extraordinaire. Et puis on a eu à un moment donné un projet super excitant qui a super bien marché. Toute petite équipe de 2, mais vraiment ça a cartonné à tel point que les supérieurs ne savaient pas quoi en faire parce qu'ils étaient pas habitués à avoir des sujets qui marchent bien. Et puis on a été pris une fois que ce projet-là était terminé, vous savez faire un truc qui marche, donc on va vous mettre sur un projet très dur avec une équipe de 7-8 personnes pour faire que ça marche. Et là, ça a commencé à être compliqué parce qu'on est rentré dans des projets avec de l'incohérence, des attentes différentes. On avait deux clients à différents endroits du monde à qui il fallait donner la même chose, mais qui n'avaient pas les mêmes attentes et qui n'étaient même pas compatibles du tout. Avec donc mon fameux collègue, on a essayé d'alerter même pas des difficultés parce que ça il les voyait bien, mais des incohérences, des choses qui nous semblaient pas viables à moyen terme et encore moins à long terme. On nous a ignorés royalement. Au bout d'un an, réunion de toute l'équipe pour bien nous expliquer que ce qu'on avait fait, c'était catastrophique. Toute l'équipe, hein, pas juste nous tous les deux, que ça pouvait pas fonctionner, que le client était pas content. Donc, c'est vrai que mon collègue a dit, mais c'est ce qu'on avait dit du début. Euh, Pourquoi attendre un an pour avoir l'effet de surprise et donc reprendre les choses en main. Donc là, ils ont mis un nouveau manager sur le projet qui a pris les choses très très à cœur, quelqu'un qui est vraiment besogneux, qui aime bien que les choses soient bien faites, etc. Mais qui n'est peut-être pas forcément, en tout cas à l'époque, bien formé au management, à la subtilité psychologique des équipes avec des mentalités très différentes et des profils très différents. Et on a vécu donc une année moyenne. Et puis après, c'est cumulé donc le fait de absolument devoir produire quelque chose qui fonctionne, on repartait de zéro alors que le projet existait depuis 5 ans, mais il fallait repartir de zéro. Donc, votre projet dure trop longtemps. On est en train de se faire racheter, donc faut faire une bonne impression auprès des nouveaux patrons. Et il faut faire vite.
Et là, on est rentré dans une phase, que moi j'ai appelée harcèlement moral envers toute l'équipe parce que, je me sentais pas du tout la seule concernée. Je J'ai vu des gens complètement désabusés, certains qui semblaient très motivés, le lendemain qui savaient plus trop, une personne, un collègue que je connaissais depuis très, très longtemps, qui a fait quasiment toute sa carrière dans l'entreprise et qui se retrouvait à 2 ans de la retraite à ne plus savoir comment travailler, ce qu'il avait le droit de faire ou pas le droit de faire. Et puis, bah, comme moi, je suis vraiment dans l'optique depuis toute petite, bonne élève, fais bien ce qu'on me dit, fais plaisir, fais tout parfait. J'ai voulu, suivre ce qu'on attendait de nous. Donc là, ça a commencé à faire pas forcément beaucoup d'heures dans la journée, mais ben, non, je prends pas mes vacances cet été parce que ce qu'on me demande de faire, c'est plus facile quand il y a personne. Donc je profite et que les gens soient pas là pour le faire. Donc pas de Ouais. vacances pendant l'été. Ah bah non, je peux pas les prendre en septembre parce que là, il y a une refonte des projets, faut que je sois là pour définir les choses. Ah bah non, je peux pas les prendre en octobre parce que, il va y avoir bientôt un déménagement. Faut que chacun soit là ce jour-là à telle heure, sans avoir la date pour savoir où on sera et comment ça impacte le travail ensemble. Et ben, jusqu'à novembre où ça a commencé à pas bien aller, où là j'ai commencé à être, en arrêt Déjà jusqu'à pour épuisement professionnel ou c'était un arrêt? on m'a jamais parlé professionnel, c'était juste épuisement, fatigue, à fleur de peau. Et sachant que dans mon comportement, on retrouvait plein de choses qu'on retrouve dans les critères du burn-out, hein. On retrouvait donc la fatigue, oui, on retrouvait le sarcasme. Plusieurs fois en réunion: «Ah, il faudrait faire ça», et vraiment de l'humour du genre, «Oui, mais moi j'aime bien dormir entre 3 heures et 5 heures du matin». Des choses qui n'ont pas du tout été entendues. Et puis donc quelques semaines d'arrêt, un retour à temps partiel thérapeutique et puis, C'est qui l'a conseillé, le temps partiel thérapeutique? le temps partiel thérapeutique, c'était avec alors je sais plus si c'était par le médecin. Oui, c'est possible que ce soit mon médecin qui ait proposé ça avec, j'avais eu en fait, j'ai eu une première période de 3 semaines d'arrêt que j'ai repris pendant 10 jours et là, donc il y a eu la prise de conscience en plus que parce qu'à la maison, j'étais très, très bien. C'est déjà sur le trajet, à mi-chemin du trajet, je commençais à avoir la nausée et toute la D'accord. journée à mon poste de travail, alors mes collègues adorables, hein, j'ai toujours travaillé avec des gens, brillants, super gentils, vraiment de la solidarité entre nous et cetera, c'était une grande chance et une grande force. Et bon voilà, il restait un truc pas bien, donc là je repars en arrêt, qui a été suffisamment long pour avoir droit au temps partiel thérapeutique. Il se passait pas trop, trop mal, sachant qu'en même temps, il y avait un autre membre de l'équipe qui est parti en arrêt quasiment en même temps que moi et où le manager de l'époque a déchargé toute sa responsabilité à lui sur cette personne-là en disant: «Si ça fonctionne pas, s'il y a des gens qui sont fatigués, s'il y a des gens qui sont de mauvaise humeur, c'est de sa faute». Ben non, pas du tout. En tout cas, mon arrêt à moi n'était pas du tout dû à cette personne-là. Je lui ai bien exprimé, clairement. Et puis, bah, de semaine en semaine, on est arrivé, à la fameuse période, covid, confinement, qui moi m'a un peu sauvé la mise parce que du coup, déjà, j'avais plus les trajets, donc j'avais plus la boule au ventre, associée au trajet. Parce que tu es très loin de ton lieu de travail? Tu À l'é à l'époque, alors ça fait partie aussi des choses qui ont usé au fil des ans pendant ces 20 ans, c'est que quand j'ai commencé à travailler, alors les toutes premières années, j'étais à 20 minutes à pied. J'ai déménagé, je suis arrivée, j'étais à 15 minutes porte à porte et sans déménager, sans que le site déménage, avec le jeu des travaux, des zones 30, des machins, des trucs, je suis arrivée à, entre 45 et 90 minutes de trajet. Avec l'incertitude de: «Est-ce qu'aujourd'hui ça va être 45 minutes ou est-ce que ça va être 90?» Donc ce qui déjà m'a créé beaucoup, beaucoup de fatigue le matin en arrivant. Donc ça, voilà, le confinement m'a bien aidée là-dessus. Pendant alors je sais plus si c'était pendant le confinement ou après, parce que comme c'était une entreprise avec un gros service juridique, ils savaient bien ce qui risquait de faire revenir les gens, sur le lieu de travail, donc c'était, télétravail obligatoire, pendant tout le temps. Et on a donc le manager a choisi de démissionner pour, se reconvertir dans un autre domaine, qui avait rien à voir du tout, et donc là, je me suis dit: «Ouais, s'il y a eu ce harcèlement moral, c'est parce que la personne elle-même était déjà fatiguée, était déjà à la limite». Bon, c'est pas une raison pour reporter ça sur l'équipe,
mais ça fait une explication. Et puis, bah, on a ça a été remplacé par un autre manager qui était beaucoup plus pragmatique, qui avait d'autres formes de compétences, en particulier techniques, qui étaient vraiment celles qui pouvaient manquer dans l'équipe. Donc ça nous a sauvé la mise techniquement sur pas mal de choses. Enfin, tout d'un coup, le projet est devenu plus facile. Donc là, moi, ça s'est un petit peu adouci. Toujours télétravail, télétravail, télétravail. On arrive l'année d'après, toujours en 100% télétravail. Quelques personnes qui commencent à vouloir revenir sur site parce ils étaient dans des logements pas confortables, mais globalement, c'était 100% télétravail. Et là, on apprend, donc on était déjà mi-2021, qu'on a un gros plan social qui arrive, qui n'était pas franchement une surprise après le rachat par une autre entreprise. Enfin, voilà. Et sauf que, bah, sur les plus de 20 ans d'entreprise, moi, c'était la première fois que je voyais et que je vivais un plan social où, dans ma catégorie professionnelle, les gens parlaient d'un risque d'être gardé. J'ai assisté à la réunion de la catégorie professionnelle. Sur plus de 20 postes, ils en gardaient que 2 qui se dévouent pour rester. Et puis, bah, au bout d'un moment, il y en a 2 un peu plus âgés qui ont dit: «Bah, moi, je veux bien, parce qu'à mon âge, ce serait compliqué, tout ça». Mais les autres étaient vraiment très, très contents de pouvoir partir. Moi, j'étais contente j'espérais pouvoir partir parce que je voulais pouvoir valoriser mes 20 ans d'ancienneté. Je sais que dans cette entreprise-là, à chaque fois, les plans de licenciement étaient assez avantageux sur le plan financier quand on pouvait partir après beaucoup, beaucoup d'années et sans forcément savoir vers quoi aller. Mais voilà, j'étais contente de partir. J'ai profité du cabinet de reclassement avant l'annonce vraiment des licenciements pour essayer de savoir ce que je pouvais faire comme formation, comme reconversion. J'ai rien trouvé d'hyper motivant. Donc, quand j'ai reçu ma lettre de licenciement, j'ai commencé à rechercher un autre emploi dans le même domaine. C'est un pôle d'entreprise un peu similaire dans une même zone géographique. Donc, avec des gens qui se connaissent, c'est les mêmes qui vont d'entreprise en entreprise. Donc, on connaît forcément quelqu'un dans un peu chaque entreprise. J'ai trouvé tellement rapidement que j'ai embauché dans la nouvelle entreprise avant d'avoir fini mon préavis de départ de l'ancienne, hein. OK. Aussi une entreprise en 100% télétravail à l'époque et donc bah, le onboarding où on est accueilli par le chef de site et on se retrouve tout seul devant un écran à devoir lire de la doc qu'on ne connaît pas en attendant que la journée passe. C'était pas folichon. Manager de l'équipe qui est quelqu'un d'adorable, très, très compétent, mais qui était en carton thérapeutique à l'époque, donc très peu disponible. Et puis, bah, forcément, on change d'entreprise, le métier change un petit peu, il y a des phases de doute, c'est compliqué, on se raccroche à quelque chose, ça commence à monter et là, une réorganisation qui n'impactait pas du tout mon équipe, mais où j'ai vu des choses sur le traitement de l'humain, je me suis dit: «Ça va pas. Je me sens pas en sécurité ici. Les représentants du personnel ne font pas leur boulot». C'est Tu as vu quoi? Bah, j'ai vu dans les quelques personnes qui étaient licenciées, c'était juste un nombre suffisamment petit pour pas que ça ait besoin de s'appeler un PSE. On parle bien de ta nouvelle entreprise où tu es Dans arrivé, la c'est nouvelle ça? entreprise, il y a eu quelques licenciements de gens avec des très forts salaires où tout le monde a dit: «Ah bah chouette» parce que lui quand même il foutait pas grand-chose. Je trouvais ça moyen mais bon, admettons. C'est une culture d'entreprise. Et c'est surtout dans le lot, il y avait quelqu'un qui avait déjà passé les 60 ans. Et donc un jour où je discute avec un représentant du personnel, je dis: «Mais, est-ce qu'il a été évoqué dans le cadre du licenciement, l'entreprise lui paye ses trimestres manquants qu'il puisse partir à la retraite? Ou est-ce qu'il avait envie de continuer à travailler parce que c'est sa raison de vivre et c'est OK?» Et là, il m'a dit: «Ah non, non, mais on l'a même pas évoqué parce que, de toute façon l'entreprise n'a pas d'argent». Je me suis dit: «Mais c'est la réponse de la direction normalement, c'est les représentants du personnel sont censés poser la question. Après, ça peut être une réponse qui est apportée et puis voilà, ça se passe comme ça, je comprends». Donc voilà, je me suis dit: «Il y a un truc qui correspond pas». Le jeu de la réorganisation a fait aussi mon manager a changé et je me suis retrouvée avec comme représentant du personnel le plus proche de moi, mon manager, qui n'aide pas non plus si jamais il y a un problème. J'ai vu d'autres gens aller vraiment pas bien, pas bien, pas bien. L'année s'écoule de mois en mois, l'été passe plutôt bien, j'arrive à faire des petits trucs, je commence à prendre mes marques et tout et on arrive en septembre. Alors là, c'était réorganisation, pas en termes d'équipe, mais en termes d'outils logiciels.
Donc maintenant Mmh. vous allez faire ça, c'était ça votre métier avant, maintenant vous allez faire ça. Que moi je connaissais déjà pas les bases et on me demandait déjà de changer quelque chose. J'ai senti le désarroi dans l'équipe. J'en ai discuté avec le manager, je dis: «Faut pas que ça s'éternise parce que ça va». Ils sont tous, tout mon petit groupe, je sais plus, on était 6 ou 7. Il y a vraiment au niveau du moral, en plus toujours en 100% télétravail, ça va être compliqué. Et du coup, alors, ils changeaient les outils et donc les façons de travailler avec, c'est Les ça? façons de Heu, travailler et le type de rôle. Il passait, c'est comme si on demandait à un mécano de tout d'un coup, «Tu continues ton travail de mécano, tu as toujours ton bleu de travail, ton cambouis plein les mains, mais en même temps, faut que tu aies ton costume avec la cravate et tout pour aller vendre des voitures». Et à un moment donné, je me dis: «Mais j'ai pas le temps de faire l'un et l'autre». tu pas été très précise, mais alors c'est peut-être à escient, mais c'était quoi ton travail à toi? C'est je veux dire, en Mon termes travail, c'était du développement logiciel plus production par rapport à la recherche que j'avais pu faire avant. Donc c'est ouais. forcément plus cadré avec beaucoup plus de règles. J'étais encore en train d'apprendre un peu les règles, comme toute entreprise de qui produit du logiciel. Le but du jeu quand on a un gros code, une grosse quantité de lignes, c'est que, ce soit tellement fait tous sur la même philosophie qu'on ne peut pas dire: «Tiens, ça c'est un tel qui a écrit ça». Et il y a moyen de le faire. Enfin voilà, c'est techniquement c'est possible. Faut juste apprendre un petit peu la philosophie qu'il y a derrière et ça se fait plutôt bien. Donc là, on parle de centaines de milliers de lignes, à appréhender, à comprendre, enfin voilà. Donc voilà, on arrive à une époque de fin d'année où vraiment très moi, je sentais beaucoup de désarroi dans l'équipe. Je savais plus s'il fallait que je continue de me former sur ce que les gars ne faisaient plus, ou s'il fallait que j'apprenne les nouvelles technologies, mais où déjà eux, ils étaient pas sûrs que ça allait être vraiment utilisé et qu'ils avaient pas le temps de faire. J'étais déjà un peu paumée. Donc à l'automne aussi, j'ai commencé là pour le coup, depuis mon bureau en télétravail, à avoir la nausée devant l'écran du moment où j'allumais l'ordinateur le matin jusqu'à 17h. Pour une journée qui théoriquement devait terminer à 18h. Donc je restais jusqu'à 21h parce que il fallait avoir le temps de faire suffisamment de choses pour avoir quelque chose à dire le lendemain matin en réunion plénière pour dire: «Moi hier j'ai fait ça». Parce que tous les matins, vous aviez une réunion d'équipe avec ton manager pour vérifier ce que chacun d'entre vous avait fait. C'est ça que tu es en train de C'est tous dire? les matins, alors c'était plus large que juste notre petite équipe, c'était beaucoup plus de gens et pendant une demi-heure, chacun dit ce qu'il a fait la veille, s'il est bloqué sur quelque chose, s'il a besoin de quelque chose. Et au début, les premiers mois, on m'avait laissé tranquille et quand j'ai commencé à vraiment pouvoir faire des choses, voilà, j'ai aussi participé. Mais ça met la pression chaque jour de se dire: J'ai pas fini ma journée de travail, je peux même pas dire ça avance parce que, j'ai passé ma journée à être malade devant mon écran». Donc là, ça a commencé à s'accélérer. J'avais eu le covid, au tout début où j'ai été embauchée et là, j'ai refait un état grippal juste à ce moment-là, alors que moi pendant 15 ans, j'ai fait 3 rhumes, quoi. J'ai jamais été malade. Et donc, malade à ce moment-là, mais comme on parlait encore du covid, comme on parlait de la grippe qui était, mauvaise, que les médecins ils sont saturés, j'ai jamais pu avoir d'arrêt, ne serait-ce qu'une journée pour me reposer avec la fièvre parce que mon médecin, un rendez-vous en urgence, c'est sous 4 jours. Donc c'est beaucoup trop tard. Et puis les fêtes de fin d'année, très bien en famille, mais côté santé, beaucoup de fatigue, essayer de m'en remettre encore, vraiment un état grippal qui dure. Et début d'année, je les vois tous qui reviennent aux premières réunions: «Ah ouais, on s'est bien reposé, il y a plein de choses à faire, on est content». Moi non, je me suis pas reposée du tout. Et Heu pourquoi tu t'es pas reposé du coup? Qu'est-ce qui parce que j'essayais très peu d'heures de sommeil à cause des sinus pris, j'avais du mal à respirer, D'accord. vraiment plus l'état grippal que des pensées. J'avais absolument aucune pensée. Et on arrive, ouais, dès le début février où là, ils font les réunions individuelles, enfin les entretiens individuels avec, le résultat de l'année passée, les objectifs de l'année à venir, où je savais qu'on allait me dire que j'avais pas surperformé l'année d'avant. Sauf que les attentes pour l'année d'après étaient, là j'ai senti: «Non, c'est pas possible». Ils attendaient que je monte en compétences encore plus vite et que, on attendait de moi, que je puisse, mettre à profit mes soft skills pour, en gros, pour propager la bonne parole de: «Oui, c'est dur, mais on va y arriver». Je peux être dans la bienveillance, je peux être dans la compréhension, mais je vais pas dire à un gars à qui on va demander de sauter du 30e étage: «Allez, vas-y, tu vas voir, ça va bien se passer». Je sais pas le faire. Mmh. Si je sais qu'il va avoir mal à la fin, je peux pas le faire. Et là, c'est ce qu'on te demandait de dire à d'autres personnes? En gros, oui, de dire: «Allez les gars, oui c'est dur mais on peut le faire». Mais j'en sais rien, moi je sais pas. Déjà moi je sais que non, mais les autres je sais pas.
Donc là, j'ai résisté 2-3 jours. J'avais eu des discussions avec une personne de la famille qui, elle, dans son métier, avait eu des personnes qui ont fait des burn-out ou des sans aller jusqu'au burn-out, des reconversions, et qui m'a donné un pointeur vers je sais plus quel organisme qui justement permettait de faire un peu le point. Est-ce que c'était que professionnel, le problème de carrière? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Enfin, donc j'ai utilisé ce pointeur-là, j'ai commencé à me poser des questions et puis donc on a eu j'ai eu une autre réunion avec mon chef où là, quand j'ai raccroché, mais j'ai vu comme un gros panneau stop, mais à l'intérieur du corps. Sachant qu'à l'époque, j'avais déjà commencé ma formation, moi, pour me reconvertir, mais tranquillement. Je pensais me faire une reconversion, me faire des bagages et puis au bout de quelques années de temps partiel, de pouvoir, basculer d'un métier à l'autre tranquillement. Et une des personnes dans cette formation-là, on avait des sortes d'anges gardiens, des personnes à notre écoute pour nous accompagner si en plus des cours, on avait des questions, des états d'âme, et cetera. Et cette personne-là, donc par rapport à mon ancien métier, donc il y avait rien à voir, à un moment, je l'appelle en disant: «Mais là, ça va pas» et elle me dit: «Mais que te dit ton corps?» Je dis: «Bah, moi, mon corps, pour l'instant, il me dit, envoie le PC par la fenêtre et barre-toi». Que là, je suis allée chez le médecin, j'ai eu le droit à un arrêt et sauf que, bah, là, c'était vraiment je crois que c'est la dernière décision que j'ai été capable de prendre parce qu'après, le cerveau en bouillie. Le moindre texte technique, ça passait pas. La nausée dès que je voyais le PC du boulot, hors de question de me connecter, hors de question de voir un mail. C'était même plus possible. Et sur ce point-là, parce que là après je suppose que donc tu es parti en arrêt et puis après tu n'es jamais revenu, il doit y avoir quelque chose comme ça qui doit t'arriver, là il y a la phase de décrocher quoi, dans laquelle tu es parti. Mais du coup, finalement ce qui t'a alerté c'est ton corps qui t'a dit bon bah là c'est stop quoi, c'est fini. Et voilà pour la première partie du témoignage de Valérie. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite, où elle racontera l'effondrement, l'arrêt brutal et la difficile reconstruction. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ce témoignage vous aura touché, fait plaisir ou simplement parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Facebook pour rester connecté. Prenez soin de vous et à très vite.